ce que je trouve un peu curieux, moi, c'est que j'ai posé la question un peu à des gens qui sont intéressés par le sujet. Quelles sont vos questions, etc. Et les questions qui reviennent, c'est toujours est-ce que je peux tout virtualiser? Et c'est toujours un peu les mêmes questions. On a l'impression que 2 ans après, on en est toujours au même point. Alors, est-ce que c'est vrai? Et Fabrice, par exemple, est-ce que les questions sont toujours les mêmes ou il y a encore, on peut passer à une autre étape? Alors, oui, effectivement. Donc, c'est vrai qu'on a encore pas mal de questions qui sont identiques et qui sont, nous, on le voit, des questions que nos clients nous posent depuis 2, 3 ans. Et on est un peu surpris par cette démarche, hein. Néanmoins, on comprend la problématique des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les clients souhaitent aller faire ce pas vers la virtualisation. Donc, se posent des questions sur l'éligibilité en fait, de l'ensemble de leur parc informatique. Donc, bien souvent, effectivement, font ces premières démarches. Et après, sont peut-être un peu freinés sur, comme on le disait, sur des aspects de production, et notamment en dehors de toutes les machines et les serveurs d'infrastructure, toutes les machines applicatives, avec des applications lourdes ou des bases de données. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut gommer cette crainte, hein, au niveau des clients, qu'ils sachent que des logiciels par exemple, comme vSphere 4.1, avec les dernières innovations donc, qui sont dans ce logiciel-là, permettent vraiment d'améliorer les choses. Et puis, bon, sans rentrer dans le débat technique, mais vous avez sans doute vu aujourd'hui qu'on peut faire une machine virtuelle avec 8 vCPU et 255 Go de mémoire. Donc, ça permet quand même, franchement, de pouvoir faire le pas sur des serveurs critiques, avec des grosses bases de données, des grosses ERP, ou même des CRM, sans avoir de crainte derrière. Et d'autant plus que l'ensemble et la panoplie de logiciels aujourd'hui associés au périmètre vSphere 4.1, qui sont du vMotion, du HA et du DRS, permettent de sécuriser complètement ces environnements-là. Donc il n'y a plus de crainte à ce niveau-là. Par contre, tout n'est pas encore virtualisable. On a encore, malheureusement, on le voit nous, chez nos clients, des anciennes applications avec des couches qui ont été développées par les gens et qui attaquent des drivers au niveau des couches basses des operating systems. Et il est clair que ces applications, on ne peut pas les virtualiser. Et donc ce ne sera jamais virtualisable alors celle-ci, non. On est toujours à dire il y en a qui vont oui, alors si. Alors la possibilité de virtualiser, c'est de faire des changements radicaux. Alors ça, effectivement, il faut que les clients puissent avoir cette approche. C'est-à-dire, on va mettre de côté ce qu'on avait effectivement historiquement, et puis on va migrer et passer vers des environnements, par exemple le monde Unix, qui est encore un monde propriétaire. On voit, nous, on a encore des clients avec du HPUX et de la X, même si ces environnements-là sont partitionnables, mais ils restent propriétaires. Et souhaitent faire le pas, donc on a certains clients qui commencent à faire des migrations vers des Linux, pour pouvoir effectivement les virtualiser de manière plus simple et pour pouvoir surtout avoir une économie et un gain et rejoindre leur infrastructure virtuelle existante. Il y a un vrai débat sur ce sujet, parce que j'entends la virtualisation pas possible de certains environnements. Je crois que dans l'X86, aujourd'hui, on a tout réussi à virtualiser, même des choses où on avait des dongles physiques, des clés physiques, des ports physiques, parce que des notions de pass-through, qui sont simplement une notion de passer directement pour attaquer une interface physique sur un serveur, nous permet aujourd'hui de virtualiser la totalité des serveurs. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré à aujourd'hui d'application qu'on n'a pas réussi à virtualiser. Par contre, certaines avec un overhead beaucoup plus important que d'autres. C'est-à-dire que les processus étaient des processus gourmands qu'il fallait restreindre pour pas qu'ils prennent trop de mémoire, trop de processeurs. C'est plus cette partie-là qu'il faut faire attention parce que ça peut surconsommer par rapport à une machine dans laquelle c'était contenu normal à ce que pouvait produire la machine. Mais on sait aujourd'hui les contenir même en virtuel. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est ce que tu parlais sur la machine Unix, le type Unix. Effectivement, on a vu un profond changement parce qu'il y a quand même deux notions qui sont importantes sur cette année 2010 qui va se terminer dans quelques mois. La première chose, c'est qu'on a dépassé cette année la livraison en machine virtuelle beaucoup plus importante que la machine physique. C'est-à-dire que c'est la première année. C'est les statistiques qui nous sortent ça, on l'a remarqué aussi. Nous, dans nos ventes, je m'aperçois qu'aujourd'hui, on fait 89% de nos projets x86 en virtualisation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une adhésion. Et donc, pour la première fois, on en livre plus en virtuel qu'en physique. Même si on n'est que dans les ventes 27 à 33, suivant les études, de virtualisation. La deuxième chose, c'est qu'enfin se posent des vraies questions de dire est-ce que j'abandonne les mondes propriétaires et est-ce que je suis prêt à redévelopper une application Unix, par exemple, par rapport à un coût de possession, un coût d'utilisation, on est vraiment dans le coût-fonction de l'application, pour le redévelopper en x86 et récupérer la même agilité et surtout d'avoir le même hyperviseur et être moins propriétaire. Et ça, c'est des questions qui se posent et on voit bien que les budgets au niveau de l'application de services, c'est-à-dire la partie développement d'applications, ont énormément cru
dans les 2 dernières années dans les entreprises. C'est-à-dire qu'ils ont réinternalisé chez eux la capacité, d'adapter leur métier le plus rapidement possible, et 2, le migrer d'environnement propriétaire à des environnements ouverts. Et je crois que ça, c'est une démarche de fond qui est très très importante. C'est-à-dire que la crédibilité de la machine virtualisation, c'est-à-dire le mainframe x86, ça dépend comment chacun l'appelle, mais j'aime bien cette appellation-là, puisque le mainframe x86 va regrouper 2 choses pour moi qui sont importantes, c'est la virtualisation et cette massification de la virtualisation, mais 2 aussi l'urbanisation, c'est-à-dire les pools de serveurs qui vont être du processeur, des réseaux et du stockage. Donc on va avoir réellement le fait de repenser son infrastructure en pool de ressources pour le distribuer à la demande. Donc ça, c'est 2 mouvements de fond qu'il faut réellement prendre en considération. D'accord. Philippe? Alors moi, j'ai un petit peu de mal avec la notion de virtualisation d'applications en général, parce que les clients que je rencontre souvent sont bloqués sur les termes. C'est-à-dire qu'en fait, ils me posent la question, est-ce que je peux virtualiser telle ou telle application? Alors, est-ce qu'on virtualise l'application? Est-ce qu'on virtualise le serveur qui supporte l'application? Est-ce qu'on virtualise le poste de travail et les applications sur le poste de travail? Donc, enfin, il y a toute une démarche, je dirais, de lui enseigner les bons termes pour savoir exactement quel est son besoin. Il faut qualifier son besoin, et ça, on a vraiment du mal de temps en temps parce qu'ils confondent un peu tout. C'est-à-dire, alors, faire du virtualisation de serveur, tout le monde connaît. Et puis à un moment, ils se rendent compte que bah non, mais attendez, si je virtualise mon application comme Synapse façon VMware, c'est complètement différent. Est-ce que je peux publier une application? Est-ce que je publie une application virtualisée? Donc il y a plein de concepts qui s'imbriquent les uns les autres, et le client est complètement perdu. Et après, il perd même son besoin, c'est-à-dire qu'il ne sait plus exactement ce qu'il veut. Il dit, alors attendez, j'ai 30 000 manières de faire, comment je m'y prends? Donc moi, c'est vraiment le guider sur, alors attendez, c'est quoi votre besoin concrètement? Il y a peut-être plusieurs manières de faire, quelle est la plus intelligente? Donc voilà, il y a au-delà même de la problématique de virtualisation, est-ce qu'on peut tout virtualiser? Comme on le disait, oui, clairement aujourd'hui, moi j'ai pas rencontré un seul projet, on ne peut pas virtualiser, hors monde ultra propriétaire. Du x86, il n'y a aucun problème. Enfin, franchement, maintenant avec le pass-through, on fait tout ce qu'on veut. Des jetons physiques, des serveurs comment ça s'appelle, des serveurs avec vraiment des trucs très très propriétaires. Bon, bah, on fait un pass-through, ça passe. Ok. Alors effectivement, après, il y a des notions de projet où on a de l'AS400, des choses comme ça. Alors là, par contre, ça demande du développement derrière. Parce que c'est un peu plus exotique. C'est très exotique, donc là, voilà. Donc finalement, il n'y a pas de limite technologique aujourd'hui. On a passé ce cap. Non. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire non, la solution ne permet pas de le faire. C'est pas ça. Par contre, on est responsable. On est responsable du trouble dont tu parles. On est tous responsables, je dirais, collectivement, hein, les éditeurs, les producteurs, les intégrateurs, les SS2I du marché. Pour 2 choses. On a multiplié les couches de virtualisation sans les expliquer. Effectivement, aujourd'hui, on parle tous de cloud computing, c'est pas le sujet, mais on verra sur son évolution. Et sous ce prétexte-là, la virtualisation et la massification de la virtualisation, on la retrouve partout, que ce soit du stockage au réseau, de l'application, au poste de travail, jusqu'au serveur, jusqu'aux couches d'application elles-mêmes. Je crois que l'empilement de ces virtualisations, on l'avait déjà quand on a commencé en 2004 ou 2005 la première virtualisation, pour faire de la haute disponibilité, puisque aucun processus ne permettait de le faire, on n'avait pas d'équivalent de HA et surtout pas de fault tolérance, on mettait des couches de clusterisation dessus. C'est-à-dire qu'on montait un cluster software au-dessus de machines qui étaient avant physiques, qui se retrouvaient virtuelles. Pour un client, lui expliquer que le processus était virtualisé sur un cluster qui lui-même est virtualisé sur un serveur, c'est un empilement de piles, justement, qui est difficilement lisible pour un client. L'important, c'est qu'on parle bien du métier. Et je pense que quand on commence à reparler, marketingment parlant, du métier et qu'on redescend sur ce que représente l'infrastructure dessous, on a plutôt un fil conducteur qui est simple et efficace pour un client. On prend souvent le métier parce que quelqu'un que vous voyez qui ne fait pas d'informatique, qui est simplement directeur général de son entreprise, il vous dit, ben voilà, moi on me dit infrastructure as a service, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai un métier. Ce métier-là, c'est des utilisateurs. Ils sont à la RH ou à la compta. Ils ont besoin de briques software. Finalement, on revient toujours à la même chose, c'est quand même l'utilisateur au bout qui doit... Et donc, quand on arrive à ce métier-là et qu'on a ce discours de métier, on tombe bien sur les applications. Quand on tombe bien sur les applications, on tombe bien sur les serveurs. Et quand on tombe sur les serveurs, on tombe bien sur l'environnement, c'est-à-dire les utility serveurs qu'il faut pour le faire fonctionner.